Donc Gérald, bonjour. Bonjour. Donc merci de nous recevoir chez toi avec Nathan. Donc Gérald, toi tu es spécialisé dans le droit et le multimédia. Ouais, on fait du IT-IP. Du IT-IP. Voilà. C'est quoi du IT-IP? C'est le droit des nouvelles technologies, des technologies de l'information et de la communication. Donc au sens général, le web, des personnalités, surtout web, informatique, grand système informatique, etc. Et puis on a l'aspect propriété intellectuelle qui est très fort et qui est imbriqué dans les IT. Voilà. D'accord, donc ça tombe bien parce que là, tu vois, il y a tout un tas de mes étudiants, c'est des enseignants de l'université de Lyon et de Louvain aujourd'hui, qui se posent des questions. Bah, dans le cadre du learning, je crée des cours sur Internet. Hein, le but du jeu aujourd'hui, dans cette formation, c'est de créer des cours sur Internet. Je veux mettre à disposition ces cours sur Internet. Quel est le cadre juridique? Donc, une série de questions. C'est si je pose quelque chose, est-ce qu'on va me le voler? Si on me le vole, c'est plus mon cours. Si je mets quelque chose sur Internet, est-ce que c'est encore mon cours? Si je me fais déposséder, quels sont les recours? Si je trouve des choses sur Internet, je vais utiliser sur mon cours, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit? Quelles sont les conditions d'utilisation? C'est quoi le droit de citation? Donc un peu des cas pratiques. Là, j'ai beaucoup de questions. C'est un peu des cas pratiques sur la construction de cours, la diffusion de contenu pédagogique sur Internet. Allez, je me tais, je te laisse répondre. Donc, Christophe me demande de faire un résumé d'un traité de propriété intellectuelle en quelques minutes, puisque les questions couvrent absolument tout, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un auteur, qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur, quels sont les droits de l'auteur si l'œuvre est protégeable par le droit d'auteur, quelles sont les exceptions au droit d'auteur, hein, ça c'était pour la courte citation par exemple, hein, c'est une exception au droit d'auteur, qu'est-ce que l'on peut faire si on se fait prendre ou si l'on prend quelqu'un la main dans le sac, eh bien ça veut dire que c'est le volet sanction, c'est le volet contrefaçon. Donc j'ai bien résumé en disant qu'on était censé faire un traité en fait de droit de la propriété intellectuelle, et encore on enlève le volet propriété industrielle pour ne garder que la propriété littéraire et artistique qui est la sous-branche qui nous intéresse. Alors peut-être pour commencer, on va enfoncer peut-être une porte ouverte en disant que si vous êtes professeur, vous êtes auteur. Hein, il y a une vision en France et en Belgique, donc j'en profite, il y a une vision très personnaliste du droit d'auteur, ce qui sous-entend que c'est la personne physique, avant tout, qui est l'auteur. Hein. Donc c'est la personne qui a eu l'idée, mais qui surtout l'a concrétisée, puisque les idées ne sont pas protégeables. Donc ce qui est important, c'est que c'est l'idée mise en forme par l'auteur, avec justement toutes ces spécificités de personnes, d'individus. La formule consacrée, c'est que l'œuvre est, je l'ai perdu, l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Voilà. Alors, l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ça veut bien dire qu'en fait, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, moi, on va prendre un auteur, on va le presser, hein, et puis le jus là qui coule, c'est directement ce qu'il a créé. Donc l'œuvre, c'est la prolongation directe, c'est une infusion, c'est une extraction quelque part de ce qu'est cet auteur. Donc il l'a insufflé, quelque chose à son œuvre. Et ça va avoir des répercussions partout. Mais surtout, ça veut dire que, dans un premier temps, l'auteur, il est vraiment au centre de tout. C'est pour ça qu'on a un droit aussi, qu'on appelle une suite de droits, qu'on appelle des droits moraux, hein, puisque parce que la vision est très personnaliste, on est accroché à la personne de l'auteur, eh bien on va protéger l'œuvre de l'auteur comme si finalement il s'agissait d'un attribut même de sa personne. Donc c'est vraiment une vision très particulière qui va s'opposer à la vision des pays, par exemple, de common law. Aux États-Unis, on a plus une vision de l'auteur comme celui finalement qui finance, c'est plus le producteur. Et on va être dans une logique souvent de work made for hire, avec celui qui finance, celui qui commande l'œuvre finalement va être l'auteur, ce qui n'est pas le cas chez nous.
et qui d'ailleurs pose en permanence des problèmes juridiques, parce qu'il va falloir justement déterminer qui est l'auteur, s'il y a un auteur, plusieurs auteurs, si on est dans un modèle de construction horizontale de l'œuvre, ou si on est dans un modèle plus pyramidal, ce qui veut dire que par exemple, on va se poser la question de la société qui est au-dessus, on va se poser la question, voire de l'université qui peut être au-dessus. Ou la co-collaboration, co-élaboration. Alors la co-élaboration, où là on serait dans... Alors si on, au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on est tous co-auteurs. Mais il peut y avoir des cas où il y a plusieurs auteurs, c'est-à-dire par On est exemple d'accord. les enseignants, de plus en plus ils travaillent en équipe, donc il y a 3 enseignants. Les enseignants travaillent avec un photographe ou quelqu'un qui va filmer un cours. Est-ce que la personne qui filme le cours est co-auteur du cours? Est-ce que je vais filmer une manip, à qui appartient la manip que je vais utiliser dans mon cours? Est-ce qu'elle appartient à la personne qui filme? Est-ce qu'elle appartient à l'institution? Est-ce qu'elle m'appartient à moi? Tu vois, donc un cours maintenant, c'est pas justement juste une série de documents papier. On voit de plus en plus, surtout des cours en ligne, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des animations, donc les infographistes ont participé à l'animation. Donc là, on a sur une collaboration de contenu pédagogique. Alors, déjà, il faut se dire que c'est le régime normal, c'est quand il y a une pluralité d'auteurs, c'est l'œuvre de collaboration. Et on a tendance à opposer l'œuvre de collaboration à l'œuvre collective. L'œuvre de collaboration, c'est vraiment celle où tous les auteurs vont être justement sur un même niveau. Ils vont apporter quelque chose dans l'œuvre, mais leur participation déjà ne va pas se confondre dans le tout, et en plus, on n'aura pas quelqu'un au-dessus d'eux qui va les diriger pour leur dire ce qu'ils ont à faire. On est vraiment sur des personnes, et je pense que c'est le cas que tu me citais, c'est le cas de personnes qui spontanément vont collaborer ensemble parce qu'ils ont besoin les uns des autres pour arriver au projet final. À distinguer donc plutôt de l'œuvre collective qui, elle, sous-entend qu'il y a quelqu'un qui est en haut de la pyramide et qui va donner des ordres à ceux qui sont en dessous, aux auteurs qui sont en dessous. Donc il y a un rapport hiérarchique quasiment, et puis il y a un rapport surtout de commande, d'ordre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une direction, il va y avoir l'initiative qui va être prise par cette personne, qui concrètement est souvent une personne morale, est souvent une société, et qui va donc dire, voilà, messieurs, mesdames, vous allez collaborer ensemble, mais sous mes instructions. Souvent d'ailleurs, il y a un critère que l'on ne dit pas, parce que c'est quasiment un gros mot, mais il y a un critère économique. Même si ce n'est pas un critère officiel, mais il y a quand même un indice fort, c'est que la personne dans une œuvre collective qui va prendre l'initiative, c'est souvent elle aussi qui met l'argent sur la table. Bon. C'est un aspect quand même très pratico-pratique qu'il faut prendre en compte. Donc, la plupart du temps, si on parle de chercheurs, on va être dans une logique, à mon avis, de collaboration. Donc, tout le monde est co-auteur, ce qui sous-entend que on va créer une œuvre qui est un gros bateau, parce que un bateau difficile à diriger, parce qu'on va être dans un régime d'indivision par défaut. C'est-à-dire que, mettons qu'il y ait 3 auteurs, mettons que chacun fasse un tiers de l'œuvre, pour exploiter les droits de cette œuvre, il va falloir qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Soit ils se mettent d'accord, parce qu'il n'y a rien qui a été prévu, et il faut qu'ils soient tous d'accord, donc il faut l'unanimité, parce que c'est la règle en matière d'indivision, c'est comme en matière successorale, vous avez une indivision sur un immeuble, donc il faut l'unanimité pour arriver à dire voilà ce que l'on va faire, voilà comment on va exploiter, voilà à qui on va vendre, voilà à qui on va concéder des licences, voilà sur quel support on va diffuser. Donc tous les droits patrimoniaux vont être soumis à une unanimité de droit entre les co-auteurs. Ou alors, on a eu la bonne idée de faire un contrat en amont, contrat on va dire de coproduction, quasiment, d'exploitation. Alors, si on est dans le milieu immobilier, ça serait de copropriété. On retrouve les mêmes termes en matière de propriété intellectuelle, c'est de la copropriété. Et l'accord de copropriété peut donner des règles de vote, par exemple, des pouvoirs, ou alors tout simplement donner mandat à l'un des auteurs ou un mandataire extérieur qui n'est pas auteur pour tout simplement exploiter,
pour gérer l'œuvre, hein, pour lui faire tirer un maximum de rendement, de fruits, si c'est là l'objet évidemment de la construction qui a été faite. Parce que si l'œuvre a vocation à être diffusée sous Creative Commons ou sous une autre licence libre de la Free Software Foundation par exemple, c'est évident qu'à ce moment-là, on se met d'accord dès le départ, mais je pense qu'il faut se mettre d'accord dès le départ, il faut le dire par un contrat. Le contrat disant non pas comment on va gérer les droits entre nous, mais le contrat il va dire on est tous d'accord pour qu'une fois que l'œuvre sera achevée, on la propulse, comme on dit dans le monde du web, on la propulse on la libère en fait, hein, on la publie sous une licence qui va permettre un accès plus facile à tous, donc licence de type Creative Commons ou autre. J'ai déjà une question. Faut que j'appuie là. J'ai déjà une question qui me vient. Quand tu es en train de parler de Creative Commons, est-ce que c'est reconnu par le droit français? Est-ce que c'est quelque chose qui a une vraie existence juridique? Oui, c'est pas une loi votée par le Parlement français? Non, alors déjà on est sur le plan contractuel. Hein. On est sur le plan contractuel, ce qui sous-entend qu'on est plutôt sur ce qu'on appelle nous en 134 hein, du Code civil, donc c'est la loi des parties. Si les parties signent un contrat ou adhèrent à un contrat, quel que soit d'ailleurs le formalisme, parce qu'il n'y a pas de formalisme spécifique en ce domaine-là, s'il y a eu un consentement licite, éclairé, eh bien, les magistrats vont devoir, de toute façon, s'intéresser à ce contrat. Ils vont devoir le prendre en compte et se poser la question, est-ce que le litige qui leur est proposé, la solution est dans le contrat? Si la solution est claire et qu'elle est dans le contrat, il n'y aura pas de souci. Hein. Normalement, les magistrats sont tenus par le contrat. Par contre, c'est vrai que si le contrat n'est pas assez précis, on va avoir une interprétation. Et là, les magistrats peuvent être assez libres de leur interprétation. Et toi, dans ton vécu de tous les jours, dans des affaires que tu as déjà eues, est-ce que tu as déjà eu à faire des affaires Creative Commons ou ça suffisait? Non, j'ai pas eu de Creative Commons. On se pose... De litige par rapport à un Creative Commons ou des choses comme ça? Non, j'ai pas eu le cas. On travaille souvent avec des licences open source, mais plutôt sur le logiciel. Et là, on a une situation qui est un peu bizarre parce qu'on a très peu de jurisprudence en France sur la validité des licences libres. Ça se compte sur les doigts d'une main. Au niveau européen, idem. On en a quelques-unes qui nous viennent notamment de Belgique, qui sont assez éclairantes, mais on va avoir quelque chose comme 7 ou 8, je crois, jurisprudences au niveau européen. En France, on doit en avoir 3-4. Et aucune ne nous dit spécifiquement oui, on accepte par exemple la validité d'une licence pourtant hyper connue comme la GNU-GPL. Donc une GNU-GPL, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les magistrats vont la regarder, vont en apprécier certains aspects, qu'ils n'ont jamais dit que la licence n'était pas valable en tant que telle, ils en ont tiré des conséquences et ils ont accepté l'application de la licence. Par contre, on n'a aucune décision qui vient dire globalement le système qui est très particulier, notamment de contamination ou d'hérédité, pour être moins vulgaire, qu'impliquent les licences de type copyleft que sont les GNU, GPL et consorts, eh bien, il n'y a aucune décision vraiment qui vient dire on est d'accord avec le système. Donc la mécanique profonde quand même de tout ça, ce qui tient toute la boutique, hein, ce qui tient toute la construction des licences libres au niveau mondial. Et alors, pour revenir à notre préoccupation, non pas d'éditeur de logiciel, mais d'éditeur de contenu pédagogique, bon, je crée un cours, je le mets en ligne. Si tous les contenus sont à moi, si quelqu'un me reprend mon cours, malgré le fait que j'ai dit, je fais une licence Creative Commons en disant vous avez le droit d'utiliser, mais pas de le reprendre, ou si vous l'utilisez, vous me citez, enfin il y a différents cas. Quels sont les recours que je peux avoir? On va faire une action de contrefaçon. Parce que de toute façon, à partir du moment où la personne acquiert un droit, enfin plutôt on va prendre dans l'autre sens, la personne s'empare, elle a la possession du support. Le support c'est la vidéo par exemple qu'on est en train de faire. Ou d'un contenu pédagogique de type écrit. La personne elle le prend et puis elle va se dire un peu benoîtement, moi puisque je l'ai entre les mains je peux en faire ce que je veux puisque j'en ai la possession physique. Et là où la propriété intellectuelle est compliquée à faire admettre, je dirais, aux profanes, c'est que on a une différence entre la possession du support et la propriété des droits sur l'œuvre en elle-même.
Donc c'est pas parce qu'on a une copie entre les mains déjà qu'on va pouvoir en faire n'importe quoi. Et de toute façon, deuxième niveau, si cette copie est soumise à une licence et que la licence permet d'en faire un usage, il va falloir respecter la licence. Hein. Et la sanction, c'est que si on ne respecte pas la licence, toute la construction contractuelle s'effondre. Et donc on se retrouve avec quelque chose qu'on exploite sans droit. Et si on l'exploite sans droit, et qu'on le fait, qu'on l'exploite, vu qu'il n'y a absolument rien, du coup, il n'y a aucun contrat, il n'y a aucune autorisation qui est donnée par l'auteur autre que la licence, si la licence s'effondre, eh bien, la personne se retrouve en situation de contrefaçon. Donc, on va pouvoir assigner en contrefaçon. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé du droit de citation. Ça commence où et ça s'arrête où, le droit de citation? Sur un texte, sur une vidéo, sur un dessin? J'ai envie de dire que c'est une vraie cochonnerie, ça. Alors, le droit de citation, le plus simple pour l'illustrer, je pense que c'est le texte d'abord. Parce que ça a été fait pour d'abord. Historiquement, je crois que ça a été fait pour. Tu me dis si je me trompe, Nathan, mais pour moi, le droit de citation, j'ai toujours conçu textuellement. Alors après, il y a des extraits, par exemple, musicaux. Il y a eu des jurisprudences pour des citations de musique. Voire même des images. L'image, c'est plutôt négatif. Moi, j'ai pas vu d'acceptation de la courte citation sur image. Il ne me semble pas. Mais ça a été évoqué et à chaque fois, ça a été plutôt botté en touche. C'est pour ça que peut-être pour comprendre le plus simple, au moins le principe, c'est déjà de se dire vis-à-vis d'un texte, qu'est-ce que c'est que la courte citation? C'est de prendre à des fins d'illustration d'un discours la plupart du temps, un morceau d'un texte, je vais appeler le texte cité, pour l'intégrer dans une œuvre que je vais appeler l'œuvre citante. D'accord ? Il faut se mettre dans le contexte, il faut accepter ces règles-là de départ. Et ensuite, il faut se dire que le principe global, c'est un principe de double proportionnalité. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que l'œuvre qui est citée, l'emprunt qui est fait à l'œuvre citée, soit raisonnable par rapport à l'œuvre citée, mais aussi qu'elle s'avère raisonnable par rapport à l'œuvre citante. Ce qui veut dire que, je ne sais pas, si vous prenez une phrase dans un article de presse qui va compter une page entière, c'est raisonnable. Si vous prenez cette phrase et que vous l'intégrez dans un article, dans votre article qui fait lui-même une page, eh bien, ça sera doublement raisonnable. Et là, on va respecter la règle. Par contre, si on prend un paragraphe entier qui va représenter un tiers, par exemple, de l'article, et qu'on l'intègre dans notre article, et que ça va représenter 50% par exemple de l'œuvre citante, donc l'œuvre que l'on construit, alors là, il va y avoir un problème. Donc c'est un double système de proportionnalité en fait. D'accord. Et pour les vidéos par exemple, est-ce que j'ai le droit de faire un lien sur une vidéo YouTube? Le lien, alors ça dépend de la nature de la vidéo déjà, parce que t'as vu, on peut avoir une responsabilité en fonction du type de public qui nous regarde et ce qu'on l'expose à trouver au bout. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails scabreux, mais on peut avoir quand même des vidéos qui sont illégales en soi. Et la question peut se poser de la légalité du lien qui est créé vers cette vidéo. Si on a au bout un contenu qui est par exemple puni par la loi à titre pénal, il y a des questions qui vont ressortir de complicité, de facilitation. Donc on a une responsabilité éditoriale sur les liens sur lesquels les ressources qu'on met à disposition des étudiants. C'est très factuel comme question. Mais ça peut se poser. En tout cas, il faut se poser la question quand on le fait. On peut se dire, si je fais la promotion, alors, j'allais dire en connaissance de cause quasiment, d'un contenu qui serait un contenu contrefaisant, dont je sais qu'il est contrefaisant, parce que par exemple, la source, je la connais bien, je sais que ce n'est pas lui, qu'il n'a pas les droits, et que voilà. Là, il y a une responsabilité. Surtout que maintenant, les plateformes comme YouTube, comme Dailymotion ou autres, elles ont tendance à faire la chasse quand même pour éviter d'avoir trop d'affaires, trop de mise en cause par les ayants droit. Ce qui veut dire qu'elles vont faire attention à ça et qu'elles vont faire des chasses aux sorcières de temps en temps. Donc il y a des contenus qui sont blacklistés, il y a des gens qui sont blacklistés et ça se sait. Donc elles peuvent aussi alerter en disant attention, ce lien il est corrompu, je le coupe, etc. La réaction technique des opérateurs est certainement beaucoup plus rapide et plus efficace que tout ce qu'on peut faire nous en référé. Il n'y a pas plus rapide.
Donc l'auto-régulation, ça a un sens. Sur Internet, je pense que c'est peut-être la réponse la plus évidente. Alors, j'ai une question de David Valade. David, je vais poser la question, parce qu'en plus il est parti, David, là. Il n'est pas très sérieux, il est parti aux toilettes. Ma question, c'est, un enseignant a fait un cours magnifique avec les ressources de son institution. Il s'est fait, par exemple, je suis allé le filmer dans son IUT, et il change d'établissement. Est-ce qu'il part avec ce cours? Est-ce que ce cours, il est à lui ou il est à l'institution? Est-ce qu'il peut réutiliser ce cours dans un autre IUT? Alors, je plisse les yeux parce que c'est pas l'effort intellectuel, c'est la peine que j'éprouve à l'idée de ce qu'il faudrait expliquer pour avoir une réponse complète. Alors, le point embêtant dans la question, c'est... je suis muté, je suis à l'IUT de Lyon, je pars à l'IUT de Grenoble. C'est avec les moyens, c'est ça qui nous embête. Avec les moyens d'établissement. Donc si moi je vais filmer... Si moi je vais filmer David, est-ce qu'il a le droit de partir avec la vidéo qui nous appartient, quoi? C'est un point sensible parce que le texte, le code de la propriété intellectuelle nous renseigne tout d'abord sur le droit du fonctionnaire en général. Il nous dit que ce que fait le fonctionnaire dans le cadre de sa mission de service public, la personne qui lui a commandé l'objet aura ensuite un droit de préemption sur cet objet pour ensuite le commercialiser. La question, c'est les enseignants-chercheurs, et c'est le public que nous avons aujourd'hui, parce que pour les enseignants-chercheurs, ça serait un frein à la recherche et au développement. Alors, il y a eu quelques jurisprudences qui nous éclairent sur la question et qui, par exemple, nous indiquent que le cours oral au sein d'un amphithéâtre est matérialisé par la voix et ce cours-là appartiendrait à l'université. Mais le cours écrit que fait l'enseignant et qui ensuite il va conclure un contrat d'édition avec une maison d'édition, ce cours-là, l'université n'aurait pas un droit de regard sur ce cours-là. D'accord, donc en fonction du support... Déjà en fonction du support. Et là, on n'a pas intégré la complexité de prendre du contenu qui viendrait de l'établissement. Voilà, parce que là, on est sur une œuvre... Voilà, parce que le fait d'avoir utilisé du contenu ou des ressources de l'université, ça constituerait un début de faisceau d'indices sur que le cours a été fait dans le cadre de la mission du service pour l'enseignant. Malheureusement, les textes ne sont pas clairs. Il y a eu une réforme en 2006 intégrée au code à travers la loi d'AFSI sur le droit et notamment le droit des enseignants-chercheurs. Mais on attend toujours un décret. Depuis 2006, il y a une loi, on n'a pas un décret d'application. On attend un décret pour savoir comment gérer ça et peut-être que ce décret pourrait nous éclairer un peu plus sur la question. Mais on n'en sait rien au final. Enfin, il faut le dire comme ça. On ne sait pas comment on traite le cas où la faculté, ou peut-être pas la faculté, c'est pas le bon, c'est justement peut-être pas le bon exemple, mais où l'administration dirait je veux finalement préempter et je vais devoir rémunérer, évidemment, l'œuvre et l'auteur. Je vais devoir dire, voilà, je vous empêche d'exploiter, donc je dois offrir une contrepartie. Mais on ne sait pas comment ça se passe. Donc là, on est encore entre deux eaux. Alors j'avais une autre question de Thérèse, qui est là. Je lis ta question. Voilà, j'ai des données statistiques qui viennent de l'INSEE ou d'un organisme de ce type. Ouais. Donc un organisme, on va dire, l'INSEE c'est public, il me semble. Ouais. Ou des informations à la télé ou de la radio. Est-ce que ces ressources sont libres? Pour une interrogation. Ouais. Par exemple, j'ai capturé le reportage d'un journal télévisé en mars, qui doit durer 12 minutes. C'est un journal qui fait plus de 30 minutes. S'agit-il d'une information publique? S'agissant d'une information publique que n'importe qui aurait pu copier chez lui en écoutant la télévision ou en faisant un replay, est-ce qu'on peut la mettre à disposition gratuitement de ses élèves? Alors je vais reprendre le papier, Oui. Parce qu'il y a 4 questions. Alors, est-ce que les données comme les statistiques de l'INSEE ou autres organismes de ce type, ou est-ce que les informations télé et radio sont des ressources libres? Alors, déjà, je pense qu'il faut se poser la question de la protection ou non de ce genre par exemple, de données statistiques. On est sur ce que j'appelle moi de la raw data, de la donnée brute,
non mise en forme, qui du coup n'est pas protégée par la propriété intellectuelle, parce qu'on est sur de l'information en fait, hein. Et la propriété intellectuelle ne protège pas la donnée en tant que telle, l'information en tant que telle. Néanmoins, je relativise le propos et vous allez voir toute la finesse du droit, ou je sais pas, sa complexité, ou peut-être pire encore. C'est-à-dire que la donnée en elle-même, vous trouvez de la donnée INSEE comme ça, qui est citée dans un article de presse, vous la prenez dans le reportage, vous relevez les numéros, évidemment personne ne va vous demander quoi que ce soit. Et vous aurez raison de le faire, et le droit de le faire. Maintenant, si vous accédez à une base de données de l'INSEE, que vous en faites une extraction qui est ce qu'on dit quantitativement ou qualitativement substantielle, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère et que vous extrayez vraiment de la donnée en masse, par exemple, pour prendre le cas le plus évident. Et bien là, vous allez heurter potentiellement un autre droit qui est ce qu'on appelle le droit sui generis des bases de données. Alors, je ne sais pas jamais si on prononce sui generis ou sui generis, mais bon, peu importe. Sui generis qui veut dire sur mesure, c'est un droit sur mesure pour la protection des bases de données. Là on rentre dans quelque chose qui est un petit peu complexe, mais qui malheureusement est la vraie réponse à ça. Et cerise sur le gâteau, admettons que ce droit sui generis, admettons que vous ayez accès à la base et que vous vous posiez la question de l'application de ce droit sui generis, il faudrait normalement que vous ayez à ce moment-là une autorisation de l'INSEE pour extraire une quantité suffisante de données que vous voulez utiliser à côté ou autrement. Eh bien, là, il y a un autre souci, enfin un autre souci, non, peut-être un autre progrès, une autre évolution, qui est l'open data. Parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose en France qui s'appelle Etalab, qui promeut l'action du gouvernement en matière de données ouvertes, donc d'open data. Et on a un décret, il doit être un décret de 2005, je crois, ouais, qui nous dit théoriquement que tout ce qui est produit avec l'argent public ou dans le cadre d'une mission de service public, toute la donnée doit être une donnée ouverte. Parce que c'est fait avec de l'argent public et que les acteurs économiques sont capables de valoriser la donnée et que la donnée, ce n'est pas un trésor de guerre sur lequel doit s'asseoir, hein, comme on le ferait d'un coffre, le service public. Ce n'est pas le but de l'opération, au contraire, on prône la transparence et la démocratie au travers de l'open data. Donc, la couche open data, qui est une couche contractuelle, comme lorsque l'on parlait des licences ouvertes et des licences libres, eh bien, cette dimension contractuelle, elle vient se rajouter sur la construction qui est légale, que je vous donnais quand on parlait de protection de la propriété intellectuelle sur les données et sur les bases de données. Là, après, c'est comment est-ce qu'on exploite les bases de données par des licences, et est-ce que par hasard, la donnée qui est dans cette base ne serait pas soumise à ce qu'on appelle en France la licence ouverte ou open license, qui est d'ailleurs, entre guillemets, une vaste, là aussi, cochonnerie, puisque c'est très mal écrit, et qu'aujourd'hui, moi personnellement, je ne fais aucune confiance à cette licence qui est brinque-ballante, mais c'est un début, c'est normal. En tout cas, la licence existe, c'est une licence officielle de l'État, et elle permet théoriquement de mettre du contenu comme ça de l'État en ligne. Alors, je continue. Je suis désolé, je continue. Ah, tu as voulu la question, tu vas la voir. Alors, le coût du reportage télévisé, ça va aller vite parce que c'est un reportage télévisé. On a un super article en plus sur notre site internet du cabinet, hein, donc je vais faire de la pub, roche-avocat.com. Article sur la notion de contenu rediffusé par des tiers, contenu télévisuel rediffusé sur Internet. Vous allez voir que la question est complexe. Mais elle est complexe parce que c'est pas parce qu'un contenu a été diffusé sur un réseau hertzien ou satellite ou câble que on peut n'importe qui le prendre et le poser ailleurs. C'est ce que je disais. C'est pas parce que vous en avez la possession physique d'un exemplaire, d'une reproduction, que forcément vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Bien au contraire. Donc la réponse est non, j'ai pas le droit d'en faire ce que je veux. Il va falloir demander des droits à la chaîne, surtout si c'est un emprunt intégral. Là, on est en train de parler de 30 minutes, très bien, mais une douzaine de minutes sur un journal de 30 minutes, peu importe, parce que le reportage en lui-même va être une œuvre à part entière, et non pas tout le journal. Donc de toute façon, si le reportage, on estime qu'il y a une originalité, ce qui est le critère essentiel pour savoir si oui ou non
on a protection par le droit d'auteur. S'il est jugé original, ce reportage, il y a de grandes chances qu'il le soit, il faut partir du principe qu'il l'est, et bien à ce moment-là, on aura forcément une autorisation à demander à la chaîne pour exploiter. Exception faite pour l'exception pédagogique. Puisque là, ça serait pour l'exception pédagogique. C'est parce que tout à l'heure, la question sur le droit de citation, pour le e-learning, on n'est plus sur le droit de citation est une exception au droit d'auteur, à demander à l'auteur de pouvoir exploiter l'œuvre. L'exception pédagogique en est une aussi. Elle aussi intégrée en 2006 au Code de la propriété intellectuelle par la loi Dafsi. Alors, en apparence, c'est simple. Attention, il y a une petite surprise à la fin. L'exception pédagogique, c'est pour mon cours, je peux prendre des contenus protégés par le droit d'auteur. Donc, comme vient de le dire Gérald, en l'occurrence, le programme télé est protégé par le droit d'auteur. Mais si c'est pour des fins pédagogiques, je peux l'utiliser. Donc je peux utiliser toute œuvre protégée par les droits d'auteur, combien de temps sauf... Oui, en plus là, il y a une question de temps. Faut... C'est très bien essayé à faire. Ouais, je te le file. Bon, là où je vais en arriver sur la cerise sur le gâteau, c'est on peut utiliser toute œuvre protégée par le droit d'auteur, sauf les œuvres destinées à la pédagogie. Ah d'accord. Eh oui. C'est un livre de... Un prof de maths. Ouais. Qui veut pour son cours utiliser un dessin de Pythagore, il peut, mais Pythagore ne sera pas protégé, il est mort depuis longtemps. Ouais, tranquille. Bref, vous m'avez compris. Mais il ne pourra pas photocopier ou reprendre ou mettre sur Internet, sur la plateforme de e-learning, des extraits d'un livre de cours de maths. D'accord. Voilà. Donc la télé, on peut prendre pour l'exception pédagogique, parce que c'est un journal généraliste et pas à visée pédagogique. C'est pas une œuvre pédagogique qu'on vend pour de la pédagogie. C'est ça. Mais si je fais un livre d'exercice de mathématiques, j'ai pas le droit d'être utilisé comme exercice de mathématiques par d'autres enseignants. Puis il y a beaucoup de limitations pratiques, parce qu'au final, même un enseignant qui prend un contenu pour son cours, ça va marcher. Si c'est un cours au sens où on l'entend aujourd'hui, un cours oral. Mais pour moi, s'il reprend le contenu, qu'il l'intègre dans une œuvre comme ce qu'on est en train de faire, et puis qu'il le lance ad vitam aeternam sur Internet, il y a un vrai problème. Je ne veux pas croire que l'exception pédagogique, elle aille jusqu'à couvrir ça. Et moi, j'ai vu des auteurs qui disent pour moi, je ne le fais pas parce que l'exception ne me permet pas ça. Elle ne me permet pas d'avoir finalement une licence illimité, en tout cas, qui couvre la durée de protection par la propriété intellectuelle de l'œuvre originale. Donc c'est quasiment, comme on a une autre exception qui dit à des fins d'actualité, c'est quasiment pour l'instant du cours, pour le besoin, mais la fixation matérielle, j'ai vraiment un doute, moi. Je lance le débat, excusez-nous, on a des débats de juristes. On peut imaginer que sur une plateforme de e-learning qui est restreinte par un accès à code pour les élèves. Interne, en intranet. En intranet, là, elle joue quand même. Voilà, mais en extranet, j'y crois pas une seconde. Là, elle joue. Ben moi, je ne prendrais pas le risque de lancer un cours avec des emprunts aussi massifs qui n'auront aucune chance de passer sous la courte citation. Je ne prendrais pas le risque de balancer ça sur Internet. Ça serait à grand public, à tout le monde, dans un cadre d'une classe. Même en mettant en avant l'exception pédagogique, moi, ça vaudrait pas, parce qu'on dirait tout simplement, et là je pense qu'il y aurait une grosse exception qui viendrait, c'est l'exception de l'exception. Vous savez qu'on aime bien ça en droit, principe exception, mais là en plus on aurait l'exception de l'exception, qui serait le test des 3 étapes de la Convention de Berne, qui viendrait nous dire, attention, vous êtes en train de toute façon de violer massivement l'exploitation normale que peut faire l'auteur de son œuvre, et donc de toute façon on va arrêter. Il y a mon associé qui se joue à nous pour voir ce qu'on est en train de faire, excusez-nous. On est filmé de partout, je vous voilà, tout de suite. On est filmé dans tous les sens, voilà. On est diffusé donc gardez quand même en tête que de toute façon, le principe c'est que quand vous êtes dans un environnement pédagogique
Alors attention, parce que c'est une des conditions, je crois, d'exception pédagogique, on vérifiera peut-être plus précisément, mais c'est d'avoir un public majoritairement composé d'élèves. D'accord. Donc oui. si on joue sur Internet, on peut pas savoir. Voilà, on peut pas savoir. C'est ça le problème. Donc du coup, ça coupe, c'est cette condition-là qui va nous couper l'herbe sous le pied et qui va faire qu'il y a beaucoup de profs aujourd'hui, même des profs de droit, qui disent non, en fait, je peux pas l'utiliser, même pour mes cours à moi, sachant cela. Je suis très prudent par rapport à ce que je fais, aux emprunts que je fais, parce que je sais, connaissant bien les limites de cette exception, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc je vois qu'il y a Mathieu qui a réagi aussi en disant que il y a le chat, il faut que je mette le chat aussi. Mathieu a réagi. Bah, si tu veux dire ta réaction, je mets le haut-parleur. Alors en fait, c'était juste que nous, on avait justement expliqué qu'on pouvait, cette exception pédagogique, elle était valable à partir du moment où la plateforme était réservée et limitée en accès aux étudiants réguliers. Que dès que c'était en libre accès, on n'avait plus cette exception pédagogique. Mais tant que la plateforme était fermée à des étudiants inscrits régulièrement, on avait cette exception pédagogique et ça posait toute la question pour des plateformes de formation très courtes, de 2-3 jours, est-ce qu'ils étaient considérés comme des étudiants réguliers ou pas? Donc ça pose le problème, attendez, il faut que je remette ça, ne bougez pas. Ça pose les problèmes des MOOC. C'est-à-dire que le MOOC, on parle beaucoup des MOOC. Si je veux mettre en place un dispositif MOOC, est-ce que je suis dans l'exception pédagogique ou pas? Théoriquement, d'après ce qu'on vient de dire, on est sur le niveau du MOOC, on n'est pas dans l'exception pédagogique. Il y a Thérèse qui avait posé une question aussi. Thérèse, est-ce que tu veux relire ta question? J'ai deux questions en fait. La première que j'avais posée sur le chat, c'était concernant la mutualisation, parce qu'on parle beaucoup c'est la grande mode là, de mutualiser les cours. Donc c'est bien de mutualiser les cours, mais du coup, c'est un prof qui produit un cours et puis qui le propose à d'autres en disant venez, servez-vous. Mais alors, il est à qui le cours? S'il l'a fait dans l'université, il est à l'université ou il est au prof? C'était la première question. Deuxième question, par rapport à l'ENT, quand on met un document sur l'ENT, bien entendu, on le réserve à des étudiants qui sont inscrits pour un code d'accès, pas de problème, seulement rien n'empêche l'étudiant de le récupérer puis d'aller le balancer ailleurs sur Internet. Qui sera responsable, le prof ou l'étudiant? Voilà, mes deux questions. Bon. On attaque par quoi? Bon, alors, sur l'aspect mutualisation du cours, alors, soit on est déjà pas forcément sur un prof qui fait tout, mais on commence par se dire que peut-être que c'est une œuvre de collaboration, déjà. Donc, mais on va partir de votre postulat, hein, de dire c'est un prof qui commence par tout faire. Et puis ensuite, on va le mettre finalement à disposition pour que les autres puissent gloser, l'améliorer éventuellement. Auquel cas, on a une œuvre initiale, et puis derrière, dont vous allez rester auteur. Hein, et derrière, on va avoir des œuvres, des modifications. Donc l'œuvre va devenir une œuvre dérivée. Pour peu que l'ajout qui a été fait par le second professeur ou le second universitaire soit suffisamment original, eh bien, soit original tout court d'ailleurs, je dis une bêtise, soit original tout court, eh bien, il aura une protection sur ce qu'il a ajouté au cours et il devra vous demander l'autorisation pour faire cela. Pour améliorer votre production initiale, il doit vous demander l'autorisation. Alors la question après, c'est, et c'est la question que résolvent même les licences de type Creative Commons, c'est qu'elle crée un système boule de neige où on n'a pas besoin de demander l'autorisation parce que l'autorisation est donnée à l'avance. C'est un système conditionné, donc si j'accepte les conditions de la licence, en fait, eh bien j'ai le droit d'utiliser les droits sur l'œuvre qui me viennent de celui d'avant. Donc c'est un système comme ça qui s'auto-entretient. C'est d'ailleurs un point qui pose un peu problème en termes d'acceptation et de transfert des droits au niveau français. Mais donc soit vous avez un contrat qui dit clairement, je ne sais pas, par exemple tous les intervenants à une plateforme vont signer un contrat qui dit en tant qu'intervenant dans la plateforme, j'autorise les autres à modifier, d'accord ? Donc vous le faites par défaut, et à ce moment-là, tous ceux qui viennent vont le faire, et en plus ils vont s'engager eux-mêmes à faire pareil. Donc à autoriser vous à reprendre ce qu'ils ont fait,
à l'améliorer. C'est un système à la Wikipédia, c'est ni plus ni moins. Donc du moment qu'on rentre dans ce système-là juridique, à condition qu'il existe, qu'il y ait ce cadre juridique, il n'y a absolument aucun problème, chacun reste bien titulaire de ses droits sur sa partie, par contre, il y a une limite à tout ça, c'est une limite très factuelle, une sorte d'érosion des droits, c'est qu'à force que tout le monde participe, on va avoir un tel mélange des genres qu'on va plus savoir trop, forcément, qui a fait quoi, et que l'œuvre va devenir, à terme, non plus forcément une œuvre dérivée, mais je pense un truc du genre œuvre de collaboration, parce qu'on ne saura plus trop qui a fait quoi, parce qu'il y a eu trop de micro-modifications. Si on a encore des parties très stables, très non modifiées, et qu'on fonctionne par addition et non pas par modification ou glose, etc., oui, on pourra continuer de dire c'est une œuvre dérivée, mais il y a un moment de toute façon où et c'est un peu ce qui arrive dans les logiciels open source, c'est que ça devient tellement mélangé et intriqué qu'on ne sait plus trop finalement si on peut parler d'œuvre dérivée. C'est un peu la limite de la définition de l'œuvre dérivée à mon sens. Tu veux rajouter quelque chose ? Alors, attends, alors il y avait une autre question dans la question que j'ai zappée, la deuxième partie. Si on dépose un cours sur un ENT, qu'un étudiant le récupère et le remet sur Internet. Donc on avait fait un cours en prenant des documents au titre de l'exception pédagogique qui était réservé uniquement à des étudiants de notre ENT. Simplement, l'étudiant, lui, il le met en ligne ailleurs. Oui, mais alors, est-ce que vous aviez donné des conditions d'utilisation sur cette ENT ? On suppose, oui, qu'on précise que le cours est réservé aux étudiants et voilà. Bon. Alors, votre licence, elle est là. Hein, elle est là. C'est vous qui l'a donnée. C'est les conditions, les règles du jeu, les règles d'utilisation qui doivent être vraiment formalisées. Et c'est à vous de dire ce que vous voulez et ce que vous acceptez, ce que vous autorisez, ce que vous interdisez. Alors, normalement, il suffit de dire ce que vous autorisez, parce que tout le reste est interdit par défaut. Moi, dans ces cas-là, à des fins justement pédagogiques, mais de pédagogie juridique, je suis plutôt pour dire, dites ce qui est autorisé et dites ce qui est aussi interdit, par souci d'exhaustivité et de précision. Et à ce moment-là, une fois que ça est fait, évidemment, si la personne ayant accepté, et il faut bien, à mon sens, prévoir un module d'acceptation express, avec la preuve que la personne a accepté, qu'elle n'est pas seulement un lien hypertexte perdu au fin fond du site. Si vous avez la preuve que la personne a accepté, à ce moment-là, dès qu'elle dépasse les bornes, vous pouvez aller chercher sa responsabilité. Hein. Oui, mais c'est le rôle des... Quand l'étudiant s'inscrit au début de l'année à l'université, il signe toujours une charte informatique. Et c'est vraiment le rôle de cette charte. C'est que le droit d'auteur est là en filet, mais en amont, on peut déjà sécuriser avec une charte informatique. Et c'est à la charte signée expressément par l'élève qui va déterminer les modes d'utilisation et d'exploitation par l'élève du contenu pédagogique. Je peux parler. À Lyon 1, on fait la charte rénataire. Tous les étudiants, en début, quand ils sont inscrits à l'université, on leur fait signer la charte d'utilisation des réseaux des réseaux en général, sur la messagerie, bon comportement, respect de la netiquette, ne pas insulter les gens, respecter le droit d'auteur. Donc on fait signer une charte qui s'appelle la charte rénataire à tous les étudiants de l'université Lyon 1. D'autres questions ? Il y a David qui bouge. Une autre, mais qui est un petit peu dérivée de ça, mais c'est de tout à l'heure justement par rapport au droit à l'image, mais s'il y a d'autres questions, je la poserai peut-être à la fin, parce que c'est un petit peu en marge par rapport à tout ça. Non, vas-y. Eh bien, c'est un problème, donc j'avais des médecins tout à l'heure, les formations des chefs de clinique, donc pour le cours sur l'utilisation de l'ENT, etc. Et donc nous, on a à l'université un petit formulaire pour le droit à l'image, pour le cas où les médecins auraient besoin d'utiliser des clichés pour des publications scientifiques, des cours, etc. Et il y a il y en a qui m'ont posé des questions sur le fait, mais est-ce qu'on est obligé de faire ça aussi si on veut prendre, par exemple, simplement un cliché, moi je sais pas, un petit bouton pour un dermatologue ou n'importe quoi? Est-ce que là aussi il faut passer par ce formulaire de droit à l'image? Parce qu'il y a eu une année un problème avec un enseignant qui avait publié une photo d'une radiographie d'une colonne vertébrale. Et il y a un patient qui a pu reconnaître sa colonne vertébrale
qui a fait un procès, etc. Et donc il y a eu une action juridique, mais bon, l'enseignant a prouvé que ce n'était pas la colonne vertébrale du patient en question. Alors, je ne sais pas comment il a prouvé, peut-être parce qu'à l'heure où la photo a été prise, ben, c'était pas lui qui était en rendez-vous, j'en sais rien, enfin bon, bref. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de suite, mais les patients sont prêts à tout pour récupérer de l'argent, quoi. Alors aller faire porter plainte pour une radiographie du colonne vertébrale, il faut le faire, quoi. Ouais. Et, voilà. Alors jusqu'où faut-il aller quand on est dans ce cas-là d'un médecin qui a besoin d'extraire un petit bout d'image pour voilà. Alors, le droit à l'image, d'abord, c'est pas de la propriété intellectuelle. C'est du droit à la vie privée. C'est-à-dire que le fondement juridique est différent. On est sur l'article 9 du Code civil. Et on n'est pas sur le Code de la propriété intellectuelle. Du coup, le souci, c'est de... À mon sens, c'est vrai que le souci, c'est avant tout qu'on reconnaisse ou non la personne. Si on ne reconnaît pas la personne et que c'est certes un attribut de son corps, mais qu'on n'est pas susceptible de mettre un nom dessus, même si lui se reconnaît, on est bien d'accord que ça ne va pas toucher à la vie privée, puisqu'on ne sait pas qui est derrière. Maintenant, on glisse, quand on parle de ça, très rapidement sur la notion de données à caractère personnel, où on va avoir un autre souci, qui est de dire, est-ce que, indépendamment de cette photo, on aurait, alors c'est qui? C'est la personne qui va avoir accès à l'information, est-ce que les personnes auraient un moyen de mettre un nom sur cette photo? Exemple d'un tatouage, exemple, je ne sais pas, d'une personne qui a déjà été par le passé photographiée et dont la photo a été diffusée, je ne sais pas, on va prendre un exemple idiot, genre Laure Manodou, qui a fait quelques belles heures du web dans une tenue vestimentaire, je dirais, minimaliste. Alors oui, on peut tout à fait se dire, en poussant le bouchon, que à ce moment-là, même une partie limitée de son anatomie pourrait être reconnue par comparaison aux photos qui étaient, elles, intégrales et anciennes. Mais vous voyez, il faudrait qu'on arrive à avoir ce rapport-là avec l'individu, et donc ça toucherait. Alors, ça viole. Du coup, il y a deux textes qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre en considération dans ces cas-là. L'article 9 du Code civil, donc effectivement, votre formulaire, je ne pense pas que vous ayez à le faire signer quand on parle d'un grain de beauté ou d'un morceau de personne qui n'est pas reconnaissable. Par contre, après, si vous prenez par exemple, je sais pas moi, une photo de l'iris de l'œil, pourquoi pas ? Je vais me hasarder sur un terrain dangereux. Mais en tout cas, vous allez peut-être avoir un autre souci, mais que vous connaissez bien dans le milieu médical, c'est la protection des données à caractère. Donc là, on est sur de la donnée de santé. Donc vous, en interne, vous avez un autre problème qui est de savoir si cette photo, elle est prise à des fins de soins, à des fins médicales, et donc vous allez mettre un nom, vous, en face de la photo. Donc là, vous avez un autre problème qui est interne. Et vous avez un autre papier à faire signer, mais qui n'est pas du tout celui qui concerne le droit à l'image. Je ne peux pas tellement aller plus loin, je pense, sans... Voilà, quelqu'un a une autre question ? David, je t'entends pas. Non, j'ai pas de questions en particulier parce que j'avais déjà un petit peu bossé le sujet et les réponses ont été parfaitement claires. Enfin, si je résume la manière dont je l'ai compris, et j'aimerais bien que j'ai votre validation ou pas, si je résume bien la chose, c'est à partir du moment où on a un fonctionnement interne à un espace de travail où les terrains, on est à peu près tranquille. On peut faire à peu près, on peut mettre des copies, faire des extraits de films, etc. Mais et rien de ça. Et en revanche, à partir du moment où les choses commencent à pouvoir sortir de cet espace-là, alors là, il faut faire extrêmement attention. Et du coup, moi,
ça me renvoie à ce que je vois sur Coursera, donc sur les MOOC. Dès qu'il y a des cours qui sont donnés à un grand nombre d'étudiants, ce qui est donné, c'est uniquement de la production personnelle. Il n'y a rien de, il n'y a pas de vidéo extérieure, il n'y a pas d'extrait. On est vraiment sur des choses très, très, très personnelles. À la limite, la seule question que j'avais, mais bon, enfin, je pense que la réponse est assez simple pour les juristes, mais c'est à partir du moment où les cours vont être payants, ce qui n'est pas le cas en France, je pense, mais il arrive à un moment où on va avoir des cours en ligne qui vont être payants, c'est ce qui se passe sur les MOOC. À ce moment-là, il va falloir blinder le contrat que l'enseignant va passer avec son université, éventuellement avec les différents prestataires qui ont pu servir à mettre en place le cours. Alors, c'est la même. Pour compléter ce que tu disais, quand on a reçu le président du MIT, non pas le président du MIT, mais un prof du MIT et président d'ODX, donc les cours en ligne aussi, ils font du MOOCs. Une des premières questions, c'était de dire, tiens, mais si on s'adresse à 40 000 étudiants, comment est-ce qu'on fait pour les extraits de texte qu'on donne, les petits dessins qu'on monte, les vidéos et autres? Et lui avait une réponse assez simple. Il disait, pour les petits dessins en général, je les illustre, je les redessine moi-même, je les donne à ma fille qui aime bien dessiner. Et l'objectif étant de faire passer des idées, ben voilà, ça devient mon dessin, même si je me suis inspiré d'autres choses. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'était vraiment une œuvre complètement personnelle et pas trop inspirée de quelqu'un, mais c'était déjà une façon de contourner la chose. Et par contre, il parlait pour tous les articles que lui avait eu l'exemple d'un article vendu par Elsevier. Il a été les voir en leur disant est-ce que je peux l'utiliser, ces données, à 50 000 personnes, mais juste il permettait de visualiser l'article sur l'écran de cours en ligne, et Elsevier lui a dit oui en disant on va tester. Les ventes de cet article-là ont explosé derrière, et ensuite c'est Elsevier qui l'a contacté en disant si vous voulez mettre d'autres articles, n'hésitez pas, on vous donne toute la bibliothèque. Parce que les ventes, comme vous en avez fait la promo, les gens veulent s'approprier l'article plus l'article connexe. Et en général, les propriétaires de droits donnaient assez facilement l'utilisation pour des cours en ligne parce qu'ils se rendaient compte que c'était tout à leur avantage que des profs fassent de la pub à très grande échelle pour leur traduction. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une question, mais... La question que je me pose, mais ça ne concerne pas encore la France, c'est quand un de ces MOOC qui est réalisé par un enseignant, moi je suis libre à celui sur la gamification, il y a je sais pas 80 000 personnes. Pour avoir le diplôme, il faut payer un truc comme 40 ou 50 $, pas le diplôme, mais le certificat. 40 ou 50 $. Donc je ne sais pas exactement combien de gens vont finir ce cours, mais ça fait un gros paquet d'argent. Si l'auteur du cours quitte son université, puisqu'il est pour l'instant il a la Pennsylvanie, s'il quitte son université, je ne sais pas trop comment ça va se faire pour lui, mais j'imagine que ça a été bien prévu en amont parce qu'il y a de grosses sommes d'argent en jeu. Oui, c'est du contractuel. Hein. Plus personne, mais en tout cas, nous, moi j'ai eu un cours sur la propriété intellectuelle, et là il nous expliquait juste que ça dépendait du contrat qu'on avait. Si dans notre contrat il était prévu que toute production faite pendant les heures de travail de ceux qui étaient liés à ce contrat-là, s'il était prévu, on avait des productions, et si dans ce contrat-là il était prévu qu'on cédait les droits d'utilisation à l'employeur, tout ce qu'on produisait appartenait à l'université, la personne ne pouvait pas partir avec. Par contre, il prenait l'exemple d'un bibliothécaire justement dans un cabinet d'avocats spécialisé en IP, qui avait fait toute une base de données de gestion des articles de loi. Et cette personne, à un moment, quitte son boulot, et là, le cabinet d'avocats, et c'est les cordonniers les plus mal chaussés, a continué à utiliser la base de données, jusqu'au moment où le gars est revenu en disant si vous voulez continuer à utiliser ma base de données, il y en a pour 20 000 €, sinon je repars avec ma base de données. Et en fait, là, ils se sont retrouvés coincés, puisque son contrat ne prévoyait pas qu'ils produisent des bases de données ou des documents sur lesquels on pouvait avoir des droits d'auteur ou une propriété intellectuelle. Et en plus, ils avaient oublié aussi de prévoir la cession d'utilisation des droits pour le cabinet parce que c'était fait pendant ces heures de travail.
Et votre exemple, le cabinet était situé dans quel pays? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas trop. En Belgique. En Belgique. Ouais, alors c'est un peu surprenant parce qu'il y a quand même des choses. Ça dépend ce qu'il a fait dans la base, mais j'en conclus qu'il a rempli la base. Il n'a pas dû la créer de toutes pièces. C'est qu'il a trouvé un système qui facilitait la consultation de la jurisprudence et des différents Un outil articles. de recherche. Donc il a créé toute une base de données qui permettait d'aller rechercher de manière la plus efficiente possible les articles qui étaient derrière. C'était pas juste un classement derrière. Alors, oui, je reste un peu étonné de la solution parce que j'aurais dit spontanément que même en Belgique, la directive avait dû être transposée. Et que. Alors, s'il a fait une partie logicielle, pour moi, ça échoue quand même à une dévolution automatique au profit de l'employeur. Il faudrait qu'à ce moment-là, ce soit peut-être la partie architecture, donc de la base de données, qui ait fait l'objet de la plus grosse valeur et que ce soit sur ce point-là qu'il se soit battu. Parce que je ne vois pas que ce soit sur le contenu, vu que le contenu, il ne l'a pas fait lui-même, puisqu'il ordonnançait un contenu préexistant. Donc, soit c'est sur la structure de la base, donc l'architecture de la base. Et là, je comprends, parce qu'effectivement, s'il a trouvé un moyen un peu amusant, un peu ingénieux, c'est peut-être là que ça s'est logé. Et là, je comprends. Par contre, sinon, si c'est sur la partie logicielle, et s'il a vraiment programmé le SGBD ou amélioré un SGBD existant, là j'ai quand même un peu de mal parce que même quoi qu'il soit prévu dans le contrat de travail, je pense qu'en Belgique c'est la même chose parce que c'est un droit qui est harmonisé, eh bien on devrait, l'employeur aurait dû avoir une cession automatique des droits sur la partie logicielle de la base de données. Alors on va... attends, faut que je clique là. On va prendre une dernière question parce qu'il est déjà 18h. On avait dit qu'on ferait une petite heure. Si on va continuer, on en reparlera puis on reviendra peut-être. Est-ce que vous avez une dernière question à poser? Soit on a une, oui, moi je veux bien. Vas-y. Il m'arrive souvent non pas souvent, mais il m'arrive de temps en temps d'avoir besoin d'illustrer mes cours au niveau du C2I avec des images un peu techniques, je sais pas, par exemple une carte mère, une barrette de mémoire. Je peux aller monter mon ordinateur pour prendre une photo, donc c'est vrai que j'emprunte des images sur un site de vente en ligne que je ne vais pas donner pour faire de la pub, mais bon, peu importe. Et par contre, je marque la source de l'image. Dans la mesure où je mets 2-3 images, c'est bon ou est-ce qu'il faudrait théoriquement que je demande l'autorisation aussi? Pour l'instant, je fais de la pub, donc je ne vois pas pourquoi. Mais c'est très bien. C'est déjà bien, ouais. C'est déjà très bien de respecter le droit de paternité et voir je dirais pas d'en mettre un maximum, c'est-à-dire la source avec le lien hypertexte. Il n'y a pas l'auteur de la photo, puisque en général on est sur de la photo publicitaire, donc l'auteur de la photo ça va être la société. Ça va être la société fabricante. C'est rarement la société qui distribue. Ça arrive. Il y a des sites de e-commerce qui reprennent des photos supplémentaires des produits. Donc là, il faudrait quasiment avoir l'autorisation du site de e-commerce. Il faut arriver à faire la distinction entre ce qui vient du fabricant, qui est la photo promotionnelle de base, et la photo qui a été prise par les soins des équipes qui mettent en ligne les produits. Alors là, attention, mais je pense à un site par exemple comme PC Look à l'époque, qui faisait du tuning PC et qui devait trouver ça absolument ridicule de ne pas avoir par exemple les néons allumés en photo alors qu'ils vendaient des néons pour éclairer des PC. Moi qui fais un peu de tuning PC façon Jackie, je connais bien le problème. Eh bien, il avait pris pour partie de tout déballer et de prendre 15 photos là où la personne, le fabricant n'en fournissait que 2. Et donc là, il y avait certainement un problème, et j'en arrive au deuxième problème, d'originalité. C'est-à-dire que votre photo commerciale de base, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas tellement originale, parce qu'une photo de carte mère, vous avouerez c'est pas très funky et qu'il y a peu de chances qu'il y ait du droit d'auteur dessus. Alors il faudrait vraiment
que le photographe ait fait preuve d'un extraordinaire, qu'il ait évité les reflets, qu'il ait voilà. Un éclairage particulier. Ça me paraît compliqué. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a envie de mettre en avant un produit pour mieux le vendre et qui connaît ses besoins et qui s'embête avec la lumière d'un néon, qui prend avec une certaine pose, etc. Pourquoi pas? On pourrait avoir peut-être là plus de problèmes avec l'originalité. Donc, faut vraiment. C'est vrai que l'originalité, c'est un truc complètement flou, complètement non défini par la loi. Donc, ça pose déjà le problème vous-même de vous dire est-ce que c'est original? Moi, je vous dis franchement, une barrette de mémoire, quand vous la reprenez, c'est pas l'originalité qui m'embête, c'est la marque. C'est que si on voit la marque, à la rigueur, moi, c'est le premier truc qui m'embête. Mais il n'y a pas d'exploitation anormale. Il n'y a pas d'exploitation anormale, c'est pas une exploitation qui enfreint les droits du titulaire de la marque. Donc du coup, ça me saute aux yeux, et ensuite je l'écarte. Sur le droit d'auteur, sincèrement, une barrette de RAM, c'est une barrette de RAM, une carte mère, c'est une carte. Et puis en plus, il y a l'exception pédagogique. Oui. Il y a toujours l'exception pédagogique qui vient récupérer le tout. Au pire. Je veux dire, franchement, vous avez une chance première, c'est d'abord qu'il n'y ait pas d'originalité. Ensuite, s'il y avait de l'originalité, il faudrait déjà que l'auteur s'en aperçoive et qu'il vous tombe dessus. Troisièmement, si vous aviez ce problème-là, vous pourriez certainement vous défendre via l'exception pédagogique. Et en plus, vous auriez respecté le droit de paternité, la source, etc. Ce qui veut dire que vu que vous ne faites pas une concurrence anormale à ce fabricant avec votre cours, je vois pas bien ce qui pourrait aller vous chercher comme ennui. Donc là, vous êtes heureusement sur des photos qui posent pas trop de problèmes. Contrairement, par exemple, à quelqu'un qui ferait un cours sur l'art moderne et qui serait obligé d'aller prendre des photos d'un photographe qui aurait fait les photos des œuvres dans les musées, où là, attention, la façon de prendre en photo une œuvre d'art, en soi-même, ça peut devenir une œuvre à part entière. Alors, vous n'êtes pas sur un sujet qui est très sensible par rapport à d'autres, ce que je vais vous dire. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un premier tour sur tout ça. Je vois que Thérèse, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais simplement dire qu'en France, c'était vraiment compliqué. Moi, je ne sais pas ailleurs si c'est pire, mais je ne sais pas si on peut faire pire. C'est plus simple ailleurs. Oui, mais ça paraît compliqué. Intellectuel, c'est comme ça partout. Ça n'est tellement facile, enfin c'est ce qu'il nous disait dans ce cours sur l'IP, c'est que ça n'est tellement facilement et c'est tellement dur, même si on cède les droits d'utilisation, on reste l'auteur et donc on continue à avoir les droits d'auteur. Et qu'en plus, ça l'est pour tout et n'importe quoi, et ça a la durée de vie de l'auteur plus 70 ans, si je ne me trompe pas. Donc, avant de pouvoir commencer à toucher, ça devient complexe. Il y a du droit d'auteur presque pour tout. Après, le tout est de voir si on nuit à l'auteur, si on oublie de citer, si on approprie son œuvre, et ainsi de suite. Alors, j'ajouterai un point pour vous laisser sur une bonne touche, parce que je pense que là, vous avez vu que la partie émergée de l'iceberg. Donc, si ça vous paraît compliqué, je me permets de vous dire que c'est infiniment plus compliqué que cela, malheureusement. Je ne pense pas qu'il faille se le cacher, parce qu'on est sur la propriété intellectuelle, c'est un des droits les plus immatériels et donc les plus compliqués à appréhender, parce qu'il nécessite de la conceptualisation intellectuelle et de la modélisation intellectuelle en permanence. Donc on est sur quelque chose qui est différent de la vente internationale. Vous voyez, la vente internationale, ça passe le bastingage du bateau, ok, on comprend, c'est vendu, c'est payé, ok, il y a de la responsabilité, ok, il y a de l'assurance, mais c'est plus simple. Alors que là, c'est ça qui rend la matière compliquée. J'ai toujours tendance à comparer ça à une énorme pelote d'élastique qui serait l'auteur, et on tirerait des élastiques comme ça de cette pelote, et qui serait infini et qui pourrait aller très très loin. Et il y a un moment où l'élastique, peut-être il casse, mais je vous assure qu'il faudrait tirer un moment dessus pour que ça casse, et de plus en plus en plus. L'élastique, il a deux couleurs, et là on n'a tiré qu'une couleur sur les deux. Et l'autre couleur, c'est le droit moral. Là on a parlé beaucoup de droit patrimonial au final, et il y a le droit moral qui lui est complètement illimité quasiment. Et qui pour le coup aujourd'hui, c'est vrai, dans un contexte d'œuvres qui sont de plus en plus des œuvres utiles, des œuvres fonctionnelles, à la différence des œuvres de type art plastique qui sont d'une autre nature, mais le droit moral sur des œuvres plus techniques, plus fonctionnelles, plus utilitaires, j'ai envie de dire,
eh bien, pose des vrais problèmes d'exploitation, parce que, je prends le plus embêtant de tous, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Même si vous avez acquis l'intégralité des droits patrimoniaux sur une œuvre, vous avez encore le risque que l'auteur vienne vous demander des comptes en cas de modification de son œuvre qu'il estime dégradante pour son œuvre. Et là, on est dans la subjectivité la plus absolue. Je vous cite l'exemple que je donne à mes étudiants, c'est le changement de cadre d'un tableau. Vous changez, si un tableau est divulgué avec un certain cadre et qu'un musée, même qui a acquis l'œuvre, s'amuse à changer le cadre, l'auteur peut, ou les ayants droit de l'auteur jusqu'à la 12e génération, s'il y en a encore un qui le connaît, peut venir chercher et peut venir demander des comptes. Hein. Donc ça va très très loin. Et là, pour le coup, on atteint un peu peut-être les limites du droit d'auteur dans son aspect utile, c'est qu'il y a une balance à trouver entre le besoin de protection et puis la liberté finalement, je dirais, de faire des affaires et d'entreprendre. Et il y a des moments où le droit moral fait franchement basculer le droit d'auteur dans le côté handicapant du droit. Il ne protège plus, il surprotège. Et il y a des auteurs, heureusement, qui disent, j'aime bien prendre l'exemple, bientôt le droit nous dira où est-ce qu'il faut ranger le livre dans la bibliothèque, à droite ou à gauche. Hein. Et c'est vrai que c'est caricatural, mais on en arrive là des fois. Donc il faut peut-être arriver à mettre des limites. Et c'est pour ça que la contre-tendance que constitue tout ce qui est logiciel libre, Creative Commons, etc., c'est un peu un contrepoids qui vient dire c'est tellement compliqué votre truc que c'est beaucoup plus facile de le mettre sous licence BSD, sous licence FDS, sous licence Creative Commons, et on balance dans la nature, et go, allez-y les gars, faites ce que vous voulez, parce que on s'y retrouvera tous à un moment ou à un autre. C'est plus ce qu'on va faire de l'œuvre qui va faire qu'on va gagner de l'argent, plutôt que de vendre l'œuvre comme étant un produit et une cash machine. Hein. Voilà, donc pour vous redonner un contexte un peu plus global. Bon, on va peut-être arrêter là parce qu'on a bien débordé. Si vous avez des questions, vous envoyez soit sur le forum Inarno Carré, soit par Twitter. Je ferai suivre par mail à Gérald, mais on se revoit assez souvent. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Et puis si vous voulez, si on a un gros paquet de questions, si on veut rééclaircir sur un certain point, vous me faites signe et puis on se réorganise un petit truc. C'est bon pour tout le monde ? Merci. Bon. Merci beaucoup. Et merci, à la prochaine. Au revoir.